Bonjour, vous écoutez Dans Quelle étagère, le podcast du vivant. Voici un nouvel épisode des terraristes. Vous savez, ils sont ces citoyens conscients de l'urgence écologique qui décident d'agir en militant. Sur le terrain, par l'image, le texte ou l'art, ils luttent. Aujourd'hui, je reçois l'un d'eux. Jérémy, bonjour. Bonjour. Tu es créateur de la web-série L'Ami des lobbies, qui déconstruit le discours des lobbies industriels avec humour. Et tu viens de faire paraître le manuel de riposte écologique, sous-titré Les armes et les mots, contre 30 arguments anti-écolos. Tout à fait. Qui es-tu ? Alors, je suis d'abord un passionné de la nature, de la biodiversité. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser aux autres thématiques de l'écologie. Ça, c'est depuis toujours, je crois. Mon métier, c'est les images. Je suis réalisateur et photographe à la base. Et donc, très rapidement, j'ai voulu mettre mon métier au service de la sensibilisation à l'écologie. Donc, je me suis intéressé plus profondément à toutes ces questions. Et je crois que ce qui m'a fait vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est la création, comme tu as dit, de ma web-série Amis des lobbies. C'était il y a 5 ans. Et en fait, pour chaque épisode de cette web-série, je me documente comme un fou sur la thématique de l'épisode et j'échange avec des journalistes, des scientifiques, des militants. Et donc c'est ça en fait qui m'a mis le pied à l'étrier l'année dernière pour écrire ce livre. Est-ce que tu es en colère ? Alors, la colère, elle est vraiment à la base de pas mal de choses quand on crée, je crois, que ce soit de la vidéo ou du texte, mais il faut transformer cette colère parce qu'elle est mortifère. Et je crois que quand on milite, on ne peut pas être en colère tout le temps. Je crois qu'il faut déconstruire aussi cette image du militant qui est tout le temps en colère, qui veut tout péter, qui est dans une bataille toute sa vie et qui attend une victoire finale. Malheureusement, je ne pense pas qu'il faille attendre une victoire finale. Je pense qu'il faut chaque jour de petites victoires. Je pense qu'il faut une résistance constante, endurante de chaque jour. Et c'est un petit peu pour ça que je choisis, que ce soit dans Amis des lobbies ou dans mon livre, une approche pédagogique et aussi un petit peu décalée, drôle des thématiques écologiques. Tu crois à l'humour comme façon de tenir contre l'éco-anxiété ? Ah oui, très fortement. Que ça soit pour moi et pour nous, quand il s'agit de la web-série, je parle des comédiens, Adi, Laura, avec moi, ça fait beaucoup de bien de passer par l'humour. Parce que quand je me documente pour écrire un épisode ou dans ce livre pour écrire un chapitre du livre, c'est beaucoup de temps de documentation et de la documentation qui peut être très très anxiogène, qui peut être très plombante. Et si je restais là-dessus et que je transmettais ensuite cette information au lecteur ou au spectateur avec la même angoisse, ça serait une catastrophe, je pense. Donc le fait de pouvoir le transformer ensuite en blague, en sketch, c'est déjà très très agréable pour moi, c'est salvateur pour moi et pour mon équipe. Et je pense que pour les personnes qui lisent ou qui regardent, c'est aussi beaucoup plus agréable parce que déjà il y a énormément de contenu, que ce soit sur internet ou alors que ce soit en livre, qui sont déjà très sérieux et qui peuvent être aussi un peu anxiogènes. Ça sert strictement à rien que moi je fasse pareil. Donc il faut trouver quelque chose qui fasse plaisir aux gens, qu'on finisse sa journée de travail, qu'on est fatigué, que si on se met devant une vidéo ou qu'on sort un bouquin, il ne faut pas que ce soit pour se plomber la soirée. Il faut qu'on puisse avoir un petit peu le sourire aussi. Alors on a le sourire quand on lit le manuel de riposte écologique, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont très sérieuses. Tout à fait. Et il y a un poil anxiogène quand même. Et oui, c'est sûr, on ne peut pas passer à côté des chiffres, des informations qui sont ce qu'elles sont. Je ne peux pas tordre la réalité. En revanche, je peux essayer de les présenter de la manière la plus ludique, la plus pédagogique possible pour que l'information passe et que j'espère, j'ai aucun contrôle là-dessus, mais j'espère qu'à la fin d'un chapitre ou au plus tard à la fin du livre, on ait envie de s'engager. On n'ait pas envie de rester là les bras ballants en disant « mon Dieu, c'est horrible » et on fasse rien. Non, on se dit il y a quand même des choses possibles à faire, on peut complètement changer ça. L'actualité aujourd'hui me pose une question. Nous sommes à la veille des élections européennes. Penses-tu que la conscience de l'urgence écologique soit là ? Alors là, pour les européennes, on dirait pas trop. Il se peut que ça se réveille jusqu'avant le scrutin, mais bon, ça, on verra. Non, malheureusement, moi, que ce soit au niveau de notre campagne pour nos députés français au Parlement européen, malheureusement, elle tourne autour de
de thématiques qui sont propres à la France, quoi. On parle très peu de l'Europe, j'ai l'impression, et tout se polarise autour des peurs ou des espoirs juste des Français, et même juste dans l'Hexagone. Et pas beaucoup de l'écologie. Et très peu de l'écologie, parce que voilà, ce qui malheureusement prend le pas en ce moment, c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. On est dans un espèce de repli identitaire, et l'écologie qui est forcément une ouverture sur l'inconnu, penser l'inconnu, penser de nouvelles manières de vivre, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est changeant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout envie d'en parler, qu'on préfère se replier plutôt que de regarder, de s'ouvrir, de changer. Pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas très optimiste, mais on va tout faire pour parler un maximum d'écologie avant les élections, quoi. On a le sentiment quand même qu'avec l'Europe, là, les lobbies sont à fond. Ah bah oui, alors là, c'est vrai qu'à Bruxelles, on sait qu'il y a le lobby, c'est leur cours de récréation. Bruxelles et Washington, c'est vraiment un festival de lobbying. Donc c'est un problème pour la démocratie, c'est un problème pour la vie des gens. Mais c'est ce qu'on essaye de dénoncer avec l'ami des lobbies depuis 5 ans, de montrer, de ridiculiser les méthodes de lobbying. Je crois que ça commence à faire un petit peu son chemin, pas juste grâce à l'ami des lobbies. On parle plus volontiers de lobbying dans les médias, pas assez encore, mais j'ai l'impression que ça perd un petit peu son côté mystifié. Avant, on pensait qu'un lobby, voilà, c'était dans l'ombre, c'était quelque chose d'étrange. Non, maintenant, voilà, c'est juste des gens qui défendent leur portefeuille, qui le font défendre par des gens experts en communication, experts en pression, experts en influence. Et donc, on commence à voir un petit peu que c'est toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes éléments de langage. Et j'espère qu'on va savoir de plus en plus mettre à distance ces discours et les reconnaître. Est-ce qu'il y a des lobbies écolos ? Oui. Alors, de toute façon, dès que tu fais une action qui cherche à influencer, que ce soit le public ou que ce soit les politiques, les élus, tu fais du lobbying. Tu peux faire du lobbying avec une association de 10 personnes dans ta petite commune pour empêcher qu'on coupe des arbres, qu'on mette des ralentisseurs sur la route, etc. Dès que tu essaies d'influencer, tu fais du lobbying. Maintenant, ce qu'il faut distinguer, il y a différents types de lobbies, en fait. Tu as des lobbies, ce qu'on appelle sociaux, on appelle de plus en plus des lobbies plus citoyens. Tu as les lobbies économiques qui défendent des industries, des entreprises. Tu as des lobbies politiques. Bon, les plus influents, les plus actifs sont les lobbies sociaux, les lobbies économiques. Mais ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est évidemment les lobbies économiques. Quand tu défends l'industrie, tu as un budget qui est colossal. Et en fait, les gens, j'entends souvent, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, des gens qui dénoncent le terrible lobby vert ou alors le terrible lobby bio. Et en fait, c'est très drôle parce que quand tu regardes les budgets de ces lobbies, ils sont ridicules comparés à ceux des grandes industries ou des grands syndicats qui représentent des industries. En fait, les lobbies écolos sont impuissants face à l'énorme machine que représente, par exemple, le lobby de l'agrochimie, les lobbies des pesticides, ou les lobbies, ou les GAFAM, etc. Leurs budgets à eux sont colossaux. Mais à côté, qu'est-ce que peut bien faire Greenpeace ? C'est ridicule, quoi. Alors pour toi, si on devait choisir un trio de tête, les 3 thèmes les plus urgents, ce serait quoi ? Alors moi, celui que j'essaie de pousser un maximum, c'est la destruction du vivant, l'extinction de la biodiversité. Parce que c'est vrai que je crois que la crise climatique est hyper importante, mais déjà bien poussée dans les médias. Tout le monde sait de quoi on parle. Malheureusement, ça n'empêche pas qu'il y ait de plus en plus de climato-sceptiques. Mais moi, voilà, s'il y en avait juste un d'ailleurs, c'est même pas 3, juste un dont je voudrais parler, c'est l'extinction du vivant. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point la biodiversité, le monde vivant en général, est en train de s'effondrer. Les scientifiques sont d'accord pour dire au pire qu'on est dans une extinction de masse, ou au mieux qu'on est à l'aube d'une extinction de masse. C'est-à-dire qu'on a un rythme d'extinction qui est complètement fou. Le rythme est complètement fou, on est vraiment comme à l'aube de l'extinction des dinosaures, on est au même rythme en fait, voire pire. Donc ça pour moi c'est très important parce que s'il fallait dire juste une chose, c'est aussi grave que la crise climatique. C'est-à-dire que sans le vivant qui nous entoure, en détruisant le tissu vivant, on ne pourra plus vivre en fait. La Terre va devenir inhabitable aussi, on va se prendre des plaies sur le coin de la tête qui ne vont pas du tout nous plaire. Donc ça c'est très important. Maintenant tu m'as demandé 3 thèmes. 3 thèmes, ou alors sur ce thème de la biodiversité, qu'est-ce qui te paraît être la mesure phare ou les 3 mesures phares pour sauver le vivant ? Oui, très bien. Alors moi, une des choses qui serait très très importante pour le vivant, c'est de lui laisser de l'espace. Donc s'il y a bien une chose capitale à faire, c'est d'appliquer ce que la France a essayé de mettre en place, savoir le zéro artificialisation nette, qu'on arrête de bétonner des terres. Parce que je rappelle que les chiffres sont effarants, hein. C'est-à-dire que tous les ans, en France, tu as l'équivalent de la ville de Marseille,
la superficie de la ville de Marseille qui est bétonnée. Ça fait un département tous les 10 ans à peu près. Donc c'est colossal. Et en fait, en bétonnant des terres, forcément, on détruit de l'habitat des espèces. Et en plus, on se met dans le rouge au niveau du climat également, parce que ça fait moins de captage de carbone, ça fait plus de chaleur, etc. Donc il faudrait réellement plutôt sacraliser les terres. C'est-à-dire qu'une terre naturelle doit rester comme ça. C'est vraiment qu'on n'a absolument plus le choix qu'on peut se permettre de bétonner quelque chose. Mais sinon, il faut arrêter de construire des autoroutes. De toute façon, la voiture, c'est pas l'avenir. Il faut arrêter de construire des centres commerciaux. Il faut densifier le réseau urbain. Moi, j'habite à la campagne. Je vois des maisons en parpaing pousser partout. Je vois des collines se recouvrir de villas avec piscines, et trampolines, et grands jardins, et garages, etc. Alors que dans mon village, il y a des dizaines, mais vraiment, j'habite un petit village médiéval, et il y a des dizaines de maisons abandonnées, vides. Donc les gens, évidemment, préfèrent la maison en parpaing avec la piscine plutôt que de rénover une maison qui est super belle, qui est en cœur de village. Et ça, c'est dommage. Donc il faut encore plus inciter. Je pense que le gouvernement devrait remettre le paquet sur l'incitation à rénover plutôt qu'à construire du neuf. Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est ça, arrêter de bétonner, arrêter d'artificialiser les sols. Et ensuite, il faut qu'on ait de vraies aires à la fois terrestres et marines protégées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aires protégées, c'est un petit peu une blague. C'est-à-dire que telle zone est protégée, mais tu peux chasser, tu peux couper du bois. Donc il faudra m'expliquer en quoi c'est protégé. Non, il faudrait de vraies zones protégées pour que la biodiversité puisse s'épanouir et aussi prévoir sa circulation. C'est vraiment pas compliqué de mettre en place des tunnels, des passages qui font que la biodiversité peut circuler sur tout le territoire et ne soit pas enfermée dans de petites zones. Parce qu'en réalité, si chez toi, tu es dans le salon, mais je te coupe l'accès à la cuisine et je te coupe l'accès à l'extérieur, tu ne vas pas tenir longtemps dans le salon. Donc voilà, c'est pareil avec la biodiversité, il faut qu'elle puisse circuler. Donc voilà deux mesures très importantes. Et ensuite, si je devais en citer une autre qui rejoint à la fois protection du vivant et lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment nos déplacements. Parce que tu sais que le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, ce sont les transports. Et parmi ce secteur des transports, le véhicule le plus polluant, c'est la voiture individuelle. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle parce qu'on a encore beaucoup à en avoir besoin. Et moi le premier, j'habite à la campagne. J'ai besoin de ma voiture. Mais par contre, j'ai envie de pouvoir m'en passer. J'ai envie qu'on me construise des pistes cyclables ou alors qu'il y ait des transports en commun dignes de ce nom pour que je puisse m'en passer. Donc voilà, la dernière mesure qui me paraît la plus importante, c'est qu'on puisse se passer de la voiture. C'est qu'on fasse des pistes cyclables encore une fois, qu'on fasse des transports en commun. Et là, tu as un impact moindre sur la nature, sur les sols et sur la biodiversité, puisque tu arrêtes de construire des routes et tu arrêtes de rouler à je ne sais pas combien sur des routes et à écraser des animaux. Moi, tous les matins, chez moi, je vois des animaux écrasés au bord de la route. Pourquoi ? Parce que les gens roulent comme des dingues la nuit et les voient pas. Et tu réduis énormément les gaz à effet de serre de la France si tu peux te passer de voiture. Est-ce qu'il y a une thématique dans ton livre qui a été plus difficile ? Oui, absolument. Alors en fait, là tu vois tout de suite, je pense à deux thèmes qui partagent les écolos eux-mêmes. Les écolos se cassent la figure sur ces thèmes-là. Ce sont les éoliennes et la voiture électrique. Voilà, là tout de suite, il y en a une d'autres, bien sûr, des chapitres. Nucléaire. C'est nucléaire aussi, absolument. Mais pour le coup, tu vois, comme je m'étais déjà énormément documenté sur le nucléaire, c'était plus facile à écrire, je crois, que les éoliennes et la voiture électrique. Pourquoi ? Parce qu'en rien, à mon sens, n'est blanc ou noir. Vraiment, on est dans un entre-deux. Il faut rentrer dans la nuance pour ces thèmes-là. Sinon, tu t'en sors pas. Il faut rentrer dans la nuance pour tous les thèmes, mais particulièrement pour ceux-là. Parce que, en fait, quand tu te documentes sur les éoliennes, ou la voiture électrique, ou le nucléaire d'ailleurs, tu vas trouver tout et son contraire. C'est absolument insupportable et ingérable pour quelqu'un qui découvre le thème, qui dit « mais alors, les éoliennes, c'est bien ou c'est mal ?» Il va trouver dans la presse de qualité, la presse nationale hyper sérieuse, il va trouver blanc, il va chercher ailleurs, il va trouver noir. Donc c'est incompréhensible. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour ces thèmes-là, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que je suis allé voir les études. J'ai laissé tomber les avis d'experts ou les avis j'ai laissé tomber tout ça, je suis allé voir les études pour voir vraiment les impacts, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit l'impact sur la biodiversité, etc. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, je te donne un peu le bilan de la voiture électrique. D'ailleurs, avec Annie Deloby, notre dernier épisode, il porte sur la voiture électrique et il est complètement inspiré des recherches que j'avais faites pour mon livre. Et la voiture électrique, c'est assez intéressant parce que pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas si mal. Ça peut diviser par 2 ou 3 les émissions de la voiture.
Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour décarboner le secteur des transports. Et surtout, ce qu'il faudrait surtout pas, c'est qu'on remplace tout notre parc de voitures thermiques par un parc de voitures électriques. Si on veut faire tout pareil mais en électrique, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire qu'on va creuser tellement de mines, on va tellement polluer au Congo et ailleurs, que quel va être finalement l'intérêt d'avoir dépollué nos villes et dépolluer en CO2 notre air si on défonce des forêts primaires, etc. Donc voilà, c'est mitigé. Et s'il y a une chose à retenir, finalement, c'est sobriété. Sobriété. Voilà, si on veut, voilà, c'est ça. Si les gens ne veulent pas avoir des éoliennes plantées partout chez eux, ou s'ils ne veulent pas qu'on creuse des mines partout, bah, il faut se mettre vraiment à la sobriété. C'est ça la vraie solution d'avenir. Alors justement, dans le livre, à un moment, tu réponds à quelqu'un qui dit qu'on va retourner à l'écologie veut nous ramener à l'âge de pierre, dis-tu dans le 20e argument. Et alors, donc, c'est ce que tu es en train de nous décrire, là, pas de voiture. Non, je pense pas, parce que l'idée, c'est pas de voiture, c'est la voiture si j'ai pas le choix. si je peux pas avoir autre chose, parce qu'en réalité, la voiture, on s'en sert alors qu'on pourrait se servir d'autre chose. La plupart de nos déplacements en voiture sont pour des petits trajets où on est tout seul dedans, donc j'ai pas besoin d'avoir un tank pour aller à 5 km de chez moi, pour aller chercher le pain à 3 km de chez moi. Donc en réalité, l'âge de pierre, pour moi, là, on est en train de vivre dans l'âge de pierre, parce qu'on est en train de vouloir faire perdurer un modèle qui est né il n'y a pas longtemps. Le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, il est né après-guerre. Grosso modo, on est en train de vouloir faire durer pour toujours le modèle des années 60, on va dire, des années 60, 70. Pour moi, c'est un peu ça l'âge de pierre. Et alors que la modernité, qu'est-ce que c'est ? La modernité, c'est vivre avec son temps. Et vivre aussi avec les connaissances de son temps. Et donc moi, si je regarde un vélo et une voiture, je donne cet exemple dans le livre, si je regarde un vélo et une voiture et qu'on me demande quel est le véhicule le plus moderne, quand j'étais petit, je t'aurais dit tout de suite la voiture. Ça va plus vite, il y a de la musique dedans, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, comme je sais tous les désavantages, quand je sais tous les inconvénients de la voiture, ça pollue, l'accidentologie, la sédentarité, tout ça. Je dis, mais non, mais ce véhicule-là ne peut pas se projeter dans l'avenir. Il n'est pas moderne, c'est pas durable, ça ne pourra pas durer de toute façon. Soit le pétrole, de toute façon, il faut savoir s'en passer, de toute façon, c'est en train de devenir hors de prix. Ou soit, si c'est une voiture électrique, je sais que tout le monde ne pourra pas en avoir une, sinon c'est une catastrophe écologique aussi qui nous attend. Donc c'est pas durable. Moi, je veux un truc durable qui peut se projeter dans l'avenir. Donc un vélo, moi, ça me va très bien. Et là, quand je sais très bien qu'il y a des gens qui entendent ça, qui disent « Ouais, mais moi, j'habite ici, c'est impossible en vélo et tout. » Mais il n'y a pas de problème, il peut y avoir des exceptions. Mais sachez que la majorité de la population mondiale habite en ville et n'a pas besoin d'une voiture. Donc il faut encourager cette majorité de la population à pouvoir se passer d'un véhicule. En ville, on peut se déplacer en transport en commun ou en vélo. Si on veut sortir de la ville, on peut louer une voiture. On n'a pas besoin d'avoir son propre tank de 2 tonnes à soi, ça n'a aucun intérêt. D'accord. On n'a pas parlé ni de l'alimentation ni de la santé. Et pourtant, ce que ça impacte, cet effondrement de la biodiversité, c'est bien la santé, non seulement du vivant, mais de nous dans le vivant. Ah oui, absolument. Il faudra vraiment qu'on réalise qu'on a besoin du vivant, qu'on a besoin des autres et qu'on n'est pas une petite espèce à côté des autres. Les animaux et puis le vivant en général ne sont pas un décor. C'est contre-intuitif, compte tenu du fait qu'on a tous été élevés dans l'individualisme et le fait qu'on ne doit rien à personne. C'est vrai, c'est terrible. On croit qu'on se suffit à nous-mêmes ou au mieux que la société pourvoit à tout. On croit que les médicaments qu'il y a dans la pharmacie, ce sont les humains qui les ont fabriqués tout seuls comme des grands, alors que la moitié de ces médicaments-là au moins la moitié se servent de substances naturelles qu'on trouve dans la forêt. Pas seulement les médicaments, mais quand on va au magasin, on croit que les fruits, les légumes, etc. ont été fabriqués par nos agriculteurs. Alors c'est déjà bien si on pense aux agriculteurs, mais si on croit que c'est que eux qui les ont fabriqués, là aussi c'est une erreur. Enfin, sans insectes pollinisateurs, tu aurais les 3/4 de la production alimentaire qui serait menacée, et tu aurais 30% à peu près qui serait tout simplement impossible. Donc en fait, on a vraiment besoin du vivant pour survivre, pour se soigner, pour respirer, pour manger, pour boire de l'eau pure, pour respirer de l'air pur. On appelle tout ça des services écosystémiques. Il a fallu dire ce mot de service pour que les gens comprennent bien que la nature nous rend des services. On a même essayé d'estimer le coût de ces services pour que les gens qui s'en fichent royalement se disent, notamment les grands chefs d'entreprise, etc., se disent « Ah, ça nous rapporte de l'argent, ou en tout cas ça nous fait économiser de l'argent, donc il faut y faire attention. » Mais en réalité, je cite dans le livre notamment le philosophe Baptiste Morisot, qui lui essaye de
qu'on change ce mot. C'est pas des services, c'est vraiment une alliance. Parce que dans l'idée de service, on se dit c'est bon, ils nous filent des services, on n'a rien à faire, on peut rester allongé sur le transat. Mais non, c'est vraiment une alliance. Nous aussi, on fait partie en fait de cet échange. Et il faut qu'en retour, au minimum, on protège en fait ce vivant pour qu'il nous rende des services. Il faut vraiment impérativement se rappeler qu'on est inscrit dans le tissu du vivant, et qu'on n'est pas à part, et que si ce tissu, on l'abîme, on le déchire, ça nous retombe sur le coin de la tête. Quand tu as déterminé tes 30 questions, oui. Elles venaient d'où? Ah, c'est intéressant. Alors en fait, d'abord, je me suis attaché à trouver les arguments ou idées reçues anti-écolo les plus insupportables, qui revenaient le plus souvent et qui étaient vraiment insupportables, qu'on entendait sur des plateaux télé, qu'on entendait dans les repas de famille. Donc d'abord, j'ai cherché ça, en cherchant ceux auxquels aussi on ne savait pas trop bien répondre. Parce qu'autant il y en a qui peuvent être plutôt faciles et d'autres difficiles. On l'entend, on se dit « Ah mais mince alors, je sens qu'il y a un truc bancal, mais je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas bien y répondre. » Par exemple, l'écologie et les limites de l'économie. On peut se dire « Ah oui, c'est vrai que si on met de l'écologie en place, mon entreprise va se casser la figure. » Ça aussi, c'est une idée reçue. Alors qu'en réalité, justement, je l'explique dans ce chapitre, encore une fois, je ne me suis pas basé sur les avis, j'ai été voir les études, et tu as des études extrêmement vastes qui ont étudié des centaines, vraiment des centaines et des centaines d'entreprises à partir du moment où elles ont mis en place des normes environnementales. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout de plusieurs années, le bilan est globalement positif. Dans la majorité des cas. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, pas du tout. Mais ça dépend. Si les normes environnementales mises en place sont intelligentes, et ça dépend aussi du secteur de l'entreprise, ça peut très bien se passer. Donc en fait, c'est faux de dire que l'écologie est l'ennemi de l'économie. C'est factuellement faux. Et ta question initiale, c'était... La question, c'était d'où viennent ces questions-là, auprès de qui t'es allé les glaner? Oui, tout à fait. Donc voilà, comme je te disais, déjà, j'ai cherché donc les plus insupportables. Je suis allé les glaner dans mon entourage et aussi beaucoup sur Internet. Et ensuite, le deuxième critère pour finalement créer la structure de mon livre, quels arguments j'allais garder et pourquoi, j'ai voulu en fait que ça balaye toutes les principales thématiques de la protection du vivant. Si tu fais des recherches sur Internet ou même en librairie, tu vas trouver, je pense, pas mal de livres qui peuvent te déconstruire les idées reçues liées au climat ou à l'écologie en général, on va dire, c'est-à-dire ce qui touche un peu à la société. Mais moi, je voulais vraiment que ça touche toutes les thématiques. Donc, je me suis appliqué à ce qu'il y en ait qui concernent la biodiversité. J'attaque mon livre avec cette thématique-là. Tu as 6 arguments anti-écolo qui touchent à la biodiversité. Ensuite, l'agriculture, l'alimentation, climat et énergie, économie et société. Et ensuite, ça termine par la cause animale. Voilà, je voulais qu'il y ait vraiment un panel qui permette aussi aux gens qui s'intéressent à l'écologie, qui s'y connaissent un peu en climat, de découvrir un peu les autres thématiques. Et aussi que ça puisse être une espèce d'introduction finalement à toutes ces thématiques écologiques. Moi, c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir sous les yeux quand j'ai commencé par exemple à écrire Amis des lobbies. Ça m'aurait bien aidé d'avoir un peu un panel de toutes les thématiques avec les études, avec les chiffres et avec les principaux enjeux de chaque thématique. Et est-ce que pour ça, tu as rencontré des militants? Oui, absolument. Alors pour choisir les arguments, pas forcément, mais en fait, avec Amis des lobbies, comme ça fait 5 ans que cette aventure dure, on a rencontré énormément de militants et c'est d'ailleurs passionnant parce que des militants de tas d'ONG, de tas d'associations très très différentes. On a travaillé avec Greenpeace, avec Sea Shepherd, avec L214, l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, avec le CRAC, le comité radicalement anti-corrida, avec Pollinis qui lutte contre les pesticides pour préserver les pollinisateurs. Enfin, j'en oublie, je suis désolé, mais voilà, ça fait qu'on a échangé avec des tas de gens passionnants. C'est peut-être un des côtés les plus agréables d'Amis des lobbies, c'est de pouvoir mettre vraiment notre travail de mise en scène et notre travail humoristique au service de causes très précises. C'est-à-dire qu'on était avec eux quand ils faisaient campagne pour des choses très précises et on se dit peut-être qu'on a aidé à obtenir des petites victoires sur des thèmes comme ça très concrets. Alors, puisque tu as rencontré des militants, tu as dû rencontrer aussi des gens qui se demandaient ce qu'ils pouvaient faire. Il est où le point de bascule entre j'ai envie et j'y vais? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a une chose qui peut aider, c'est de savoir déjà qu'il y a des associations, des groupes à côté de chez soi. C'est-à-dire que je trouve que c'est très dur de faire tout seul, de vouloir agir tout seul. Les gens, quand ils me demandent qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, j'ai envie de leur dire, passez à l'échelle supérieure. C'est-à-dire qu'on peut faire bien sûr plein de petites choses à son échelle,
Mais le plus enthousiasmant et le plus efficace, c'est de passer à l'échelle supérieure et de se rendre compte qu'à côté de chez soi, il y a une asso, ils font des choses super, on va les voir, on discute, franchement ça coûte rien, et au pire ça nous plaît pas, on rentre chez soi, et au mieux ça nous plaît, et on fait des choses avec eux tous les week-ends, ou une fois par mois, on fait une action. Et je pense que le collectif, c'est super important. Et je crois que c'est le plus gros frein pour passer à l'action, c'est qu'on est tellement, comme tu le disais tout à l'heure, individualiste. Et à la fois, j'ai pas envie de blâmer les gens pour ça. Voilà, on travaille, on rentre chez soi, on est fatigué, on n'a pas envie de ressortir. Donc on fait la routine, on se met devant un film ou une série, ou on lit son bouquin tout seul. Et je pense que c'est très important de se réapproprier du temps ensemble, de se réouvrir aux autres. Et c'est vraiment le plus efficace. Si vous pouvez ne serait-ce qu'aller au conseil municipal, voilà, de votre commune, aller voir ce qui se passe, ce qui se dit, si vous pouvez aller voir l'asso à côté de chez vous, et en plus, même pas forcément une asso écologiste, parce que tout ce qui est solidaire, ça aide la société, ça la rend plus forte et plus belle, et donc il y a forcément quelque chose à côté de chez vous, et jetez un œil, quoi, et allez voir, et je pense que ça peut aider à passer à l'action, et à faire de grandes actions. Et alors, tu penses que le citoyen, il a les moyens de lutter contre les lobbies ? Lutter contre les lobbies, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques actions qui sont des leviers importants. Le citoyen, il ne pourra jamais être à Bruxelles. C'est pas son travail, il y a autre chose à faire que d'aller à Bruxelles ou à Washington pour essayer d'influencer les parlementaires plus que les lobbies ne le font. Il ne pourra pas, très concrètement, il n'a pas les moyens financiers ou matériels pour faire ça. En revanche, il y a plein d'actions qu'on peut faire. Je vais reprendre pour cela les 3 secteurs les émetteurs de gaz à effet de serre en France. Tout à l'heure, on en parlait, les transports, la voiture individuelle. Ensuite, on a l'agriculture avec les ruminants qui émettent du méthane. Et ensuite, le 3e secteur, c'est l'industrie. Donc, comment moi, tout seul, je peux avoir des actions fortes pour le climat en essayant de me passer de voiture. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas du tout pour d'autres. Donc, je m'adresse à ces personnes-là en premier. Comment c'est possible de réduire mon impact au niveau de l'agriculture ? En réduisant ma consommation de viande. Je demande à personne de devenir végétarien ou vegan, mais en revanche, baisser sa consommation de viande, rien n'est plus facile. Et en plus, quand on baisse, ça veut dire qu'on peut acheter de la viande de meilleure qualité directement au producteur, donc on se régale plus et on ne touche pas à son budget. Et ensuite, le 3e secteur, l'industrie, en achetant moins de choses, en achetant des choses de bonne qualité qui durent plus longtemps, ou le réflexe tellement facile à avoir de si j'ai besoin d'un objet, d'abord je vais voir s'ils l'ont chez Emmaüs, s'ils l'ont dans une brocante, s'il est sur le Bon Coin ou autre, et s'il est vraiment nulle part, là je l'achète neuf, mais voilà, et s'il est tombé en panne, je le fais réparer. Voilà 3 moyens en fait qui sont hyper efficaces pour avoir une action vraiment concrète et puissante sur la société. Quelle serait la part du politique dans tous ces changements ? Est-ce qu'il n'a quand même pas la part du lion ? Ah oui, bien sûr. Tu as raison de préciser que moi, pendant que je fais tout ça, pendant que j'essaye de me passer de voiture, pendant que j'essaye de manger un peu moins de viande, il faut que le politique y suive. Et il faut que moi aussi, en tant que citoyen, je fasse pression, alors pas tout seul, mais avec une association, avec peut-être même un petit groupe que j'ai formé, un parti au mieux, ou un petit groupe de citoyens dans ma commune. Il faut que je me fasse pression au niveau de mes élus pour qu'ils suivent le même chemin et qu'ils me permettent d'accroître mon geste. Par exemple, si moi je veux réduire mon utilisation de la voiture, il faut que je fasse pression, il faut que je demande à mes élus de mettre en place des pistes cyclables, de mettre en place du covoiturage. Si moi je baisse dans mon coin tout seul ma consommation de viande, il faut que je demande à mes élus de baisser la consommation de viande dans la restauration collective, dans les communes, dans la restauration municipale, etc. Idem pour tout, il faut que je lui demande de favoriser l'installation d'ateliers de réparation, etc. Donc tout ça, effectivement, tout ce que je fais moi tout seul, si le politique suit, ça décuple évidemment l'action. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en tenir aux petits gestes, comme je disais tout à l'heure, et il faut passer à l'échelle supérieure. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous évoluons est un petit peu inquiétante, et en particulier pour les écologistes, qui sont extrêmement agressés. Est-ce que toi, tu as subi des agressions, des violences, des interpellations plus ou moins agréables ? Qu'est-ce que tu constates ? Alors oui, effectivement, de notre côté, que ce soit avec Amis des lobbies ou moi tout seul, on a un peu attisé la colère des chasseurs, puisqu'on se moque assez régulièrement de la Fédération nationale de chasse, de ses arguments. Donc effectivement, moi, habitant à la campagne, dans un village où il y a quelques chasseurs, oui, j'ai attiré l'animosité de quelques chasseurs. Ça aurait pu avoir un petit impact à un moment dans mon quotidien,
animal mort devant la porte, voisin menacé. Mais voilà, ça c'est le quotidien des gens qui se moquent de la chasse à la campagne. Hein. La chose la plus désagréable qui nous soit arrivée avec l'ami des lobbies, c'est un procès de la part du lobby de la viande français, qui est Interbev, Interprofessionnel Bétail et Viande. En fait, on a fait un épisode sur la viande qui dénonçait justement les pratiques, les méthodes de lobbying de ce secteur. Et un an après, on a reçu une plainte pour diffamation. On a été au tribunal et on a gagné notre procès. Mais je t'avoue que ça a été un moment même très stressant, puisque moi, étant totalement étranger au milieu judiciaire, ayant un casier judiciaire vierge, ça a été beaucoup de stress, l'attente de ce procès. Ça a été un procès bâillon, c'est-à-dire qu'ils n'avaient vraiment aucun argument. Tout ce qu'on disait dans la vidéo était sourcé, ou alors c'était juste de l'humour, donc il n'y avait rien qui était attaquable. Mais se retrouver au tribunal, c'est très impressionnant. Avant que l'audience ne commence, j'entendais l'avocat du lobby de la viande qui était au téléphone et qui disait qu'il avait 8 procès simultanés pour diffamation pour ce syndicat. Ce sont des procès bâillons, c'est-à-dire que dès que quelqu'un dit du mal du lobby, paf, il y a un procès bâillon, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le plus désagréable qui nous soit arrivé. Sinon, non, on n'a jamais été agressé physiquement, mais effectivement, comme tu le disais, je vois que ça arrive de plus en plus dans la société. Et encore, nous en France, on est bien lotis, hein, parce qu'en Amérique du Sud, ils ne se font pas agresser, ils se font tuer. Hein, c'est une autre échelle. Et ça serait pas mal que les gens se rendent compte, surtout quand ils sont là à dire oui, le lobby vert, il est très puissant. Il est tellement puissant qu'ils se font flinguer, les écologistes, quand ils veulent défendre leur forêt en Amérique du Sud. Donc c'est que visiblement, il y a des lobbies un tout petit peu plus puissants, il y a un tout petit peu mieux armés. Je t'avoue, je ne sais pas comment cette vague réactionnaire va pouvoir se retirer de la société. Montante. La vague est carrément montante. J'espère que ça sera qu'un passage et qu'on va vite s'apercevoir que toutes les villes, toutes les communes qui ont adopté le parti politique le plus réactionnaire de France sont gérées de manière catastrophique. Et il y a de la corruption, il y a des livres là-dessus, des enquêtes assez édifiantes. Donc ça serait pas mal que les gens qui veulent voter pour ce parti, parce que soi-disant il est anti-système, soi-disant il est nouveau, se rendent compte qu'au contraire c'est un parti qui surfe sur le système, qui en profite, ils ont des procès en cours pour détournement de fonds. Enfin c'est bien pire que tout ce dont les gens veulent se débarrasser en fait. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toutes ces pages? Ce serait quoi le plus important? Le plus important, c'est qu'on réalise qu'on est inscrit dans le tissu du vivant, que l'humain n'est pas une espèce totalement à part, et qu'on a besoin du reste du vivant. Et pour cette raison, il faut protéger ce qui nous entoure. Il faut protéger les baleines, protéger les arbres, les abeilles. C'est pas pour leur faire plaisir, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on veut faire un bon geste pour la nature. Ça n'a aucun sens de vouloir protéger la nature pour elle-même ou protéger la planète, ça n'a aucun sens. On se protège soi en fait. Moi, je t'avoue que je pense que si j'avais pas d'enfants, je sais pas si je serais très écolo parce que je commence à fatiguer en fait des discours anti-écolo et ce qui me fait tenir c'est mes enfants, de me dire non mais il y a pas moyen, je veux pas laisser la planète aux marchands, il y a pas moyen, on va résister et on va garder la beauté de ce monde, on va protéger la beauté de ce monde. Donc ça c'est la première chose. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans les lobbies n'ont pas d'enfants. C'est terrible, mais c'est vrai que pour moi c'est incompréhensible. Je pense qu'il y a une énorme part de mauvaise foi, de déni, plutôt du déni, c'est plutôt ça le mot. Je pense qu'on peut rapidement s'auto-persuader que son business n'est pas mortifère parce qu'on a lu un avis d'expert qui allait dans son sens et qu'on fait totalement abstraction de tous les autres qui disent l'inverse, du consensus scientifique qui dit l'inverse. Et ça, c'est terrible. Et la deuxième chose peut-être à retenir, c'est que la sobriété, qui est pour moi un peu la clé quand même de l'action à entreprendre, c'est pas quelque chose de désagréable. Ça ne retire rien à personne, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, comme on disait tout à l'heure. C'est quelque chose qui, au contraire, permet de durer, qui permet d'avoir une vie plus jolie. Tous les gens qui sont passés au vélo à côté de moi, je reviens encore sur ce vélo, ils sont en meilleure santé, ils ont minci, ils ont la pêche. Et en fait, je me dis, oh la vache, mais moi aussi, je veux des pistes cyclables à côté de moi pour faire tous mes petits trajets. J'ai envie de les faire en vélo, quoi. Moi aussi, j'ai envie de mincir. Et en fait, c'est une bêtise, mais ça, c'est un tout petit exemple qui montre qu'en fait, la sobriété apporte du mieux à cette société.
Et en fait, la sobriété, c'est quelque chose qui est choisi. Parce que malheureusement, si on ne le fait pas, si on ne le choisit pas, et après, on va être obligé de le faire. Il faut que les gens se rendent compte que plus on recule, plus après, on va se le prendre sur le coin de la figure et ça va être désagréable. Donc, autant changer notre vie aujourd'hui où on peut réfléchir à comment on va le faire plutôt que d'être contraint de le faire quand l'essence a augmenté monstrueusement. On s'est retrouvé au pied du mur à devoir trouver dans l'angoisse et dans la frustration de se dire « Ah non, mais là, je peux pas aller là-bas en voiture, ça coûte trop cher. » Et donc voilà, c'est des situations extrêmement difficiles. Faisons-le maintenant qu'on a encore le temps, qu'on peut le faire avec la réflexion et aussi avec le plaisir. On t'a testé tous ces arguments dans les repas de famille où on se dispute jusqu'à plus soif? Figure-toi que... Alors, je ne les ai pas tous testés, mais j'ai, comme tout le monde, je pense, des tas de gens dans ma famille qui sont ultra anti-écolo. Et je vois avec grand plaisir qu'ils changent tout doucement d'avis. Je leur ai jamais répondu de manière brutale, merci. J'ai toujours été très doux parce que c'est des personnes de ma famille, c'est des personnes que j'aime et qui sont super anti-écolo. J'essaie d'être dans la pédagogie aussi, de leur montrer non, tu vois, ça en fait, c'est pas tant ça le problème, mais plutôt ça. Et je vois qu'au fil des années, ils ont complètement changé de discours. Ils sont pas devenus Greta Thunberg, mais ils disent mais ça c'est vrai, t'as raison. Maintenant on fait plus ça. Maintenant on mange un peu moins de viande. Maintenant etc. Et en fait, je m'aperçois que quand ça se fait dans l'amour, quand ça se fait dans la compréhension, dans l'écoute, ça marche en fait. Mais ça marche vraiment quoi. Parfait. Mais écoute, je te remercie. On va rester sur cette note d'espoir. Merci à toi. Donc le manuel de riposte écologique, un indispensable. Vous avez aimé ce podcast? Partagez-le. Merci. Pour retrouver tous mes podcasts, cherchez TerraFocus. C'est la chaîne de podcast d'Hortus Focus, le vivant d'abord. Jardin, transition, patrimoine végétal. Vous souhaitez vous tenir au courant de nos nouveaux épisodes? Abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter, sur hortus-focus.fr. Comme tous les médias indépendants, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et auditeurs pour vivre et travailler. Sur Hello Asso, vous pouvez nous faire un don défiscalisé pour contribuer à une information libre et de qualité. Merci.